Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Repérage historique et théorique. De la citation dans l'art et dans la peinture en particulier. Éléments pour une étude phénoménologique et historique. Sabine Forero Mendoza. Ce qu'il importe, ce n'est pas de dire, c'est de redire et dans cette redite, de dire chaque fois encore une première fois. Maurice Blanchot, L'entretien infini. Pour entendre le sens d'un mot, on peut en remonter la filiation, s'essayer à reconstituer l'ascendance dont il dérive. Généalogie parfois heureuse, fournissant comme un fil à qui entend dénouer l'écheveau des significations enchevêtrées, voie royale permettant de progresser de dérivation en glissement, de transfert en détournement, de lettre en figure et de parcourir les différentes strates où se déposent et se fixent, se renouvellent et se convertissent les acceptions successives. Le substantif citation est issu du verbe latin citar fréquentatif de cier, qui signifie mettre en mouvement, appeler, convoquer. C'est ainsi qu'en français, on dit encore citer en justice pour sommer à comparaître et que depuis le XIVe siècle, on parle de citation pour désigner une comparution devant les tribunaux à titre de témoin ou de défenseur. Plus tardif, l'emploi du terme au sens de passage rapporté d'un personnage ou auteur célèbre, vers 1670, transpose sur le plan métaphorique la situation de déplacement et de convocation inhérente à l'usage juridique, parce qu'il semble qu'on fait venir à soi l'écrivain ou le passage qu'on cite, comme l'explique justement Condillac II. Acte dynamique. La citation est une opération d'appropriation dont on peut décomposer les étapes en distinguant temps de sélection, de prélèvement, de transfert et d'intégration. D'abord détaché d'un premier contexte, isolé, littéralement découpé, le morceau choisi qu'est toute citation est ensuite réinséré dans la continuité d'un autre discours, dans le tissu d'un autre texte. Les images abondent pour rendre compte d'une telle élaboration. On peut tour à tour filer des métaphores chirurgicales ou jardinières et parler de transplantation, de suture, de ligature et de greffe. On peut aussi évoquer le patient travail d'incrustation du marqueteur, du mosaïste, du damasquineur ou encore se référer à d'autres pratiques, à travers les termes de découpe et de couture, de montage et de raccord, d'enchâssement et de sertissage, d'assemblage et d'emboîtement. De l'habileté à ajuster le fragment emprunté au discours qui recourt à lui, et donc de l'aptitude à agencer des composantes hétérogènes, dépend en grande partie le caractère judicieux et à propos de la citation, sa force ou son efficacité. Il n'est pas rare néanmoins, que l'on fasse comme si l'acte de citer ressortissait à l'évidence et même comme si une citation avait un sens en soi et par soi. Cela vient sans doute de ce que toute citation fait acte d'autorité et confère exemplarité aux propos qu'elle illustre. Préjugée vraie, elle est souvent utilisée pour donner du poids à une argumentation et offrir une garantie. Cela tient aussi au fait qu'accédant au statut d'énoncé mémorable, le passage cité se trouve doté d'un caractère solennel et acquiert une forme de pérennité qu'il transmet au dire qu'il vient éclairer ou appuyer. Or, la citation n'équivaut jamais à une pure et simple répétition, mais bien à une réénonciation. Le fragment rapporté est transféré dans un nouveau milieu qu'il tend à modifier autant qu'il est modifié par lui. Instaurant les conditions d'un jeu dialogique, relançant le processus de signification par le tissage de relations intertextuelles, la citation enrichit donc davantage le sens d'un texte qu'elle n'en guide et limite l'interprétation. La citation est une opération délicate sur laquelle s'exercent de strictes contraintes, au premier rang desquelles l'exigence d'authenticité et d'exactitude. Toute citation est assujettie en quelque sorte à la présentation d'un certificat d'identité. L'usage moderne requiert ainsi la précision en note des indications de provenance, auteur, texte ou circonstance, édition, année, page. En cela, elle se différencie du pastiche, exercice par lequel on se mesure à une manière ou à un style dont on tente de reproduire les accents. Une citation ne doit pas seulement être exacte et authentique, il convient aussi qu'elle soit identifiée comme telle. Des conventions typographiques, lettres italiques, guillemets, ou des formules stéréotypées souvent placées en incise, comme le dit, ainsi que l'affirme, agissent comme des signaux visuels ou discursifs qui encadrent et avertissent que l'on rapporte des paroles dont on n'est pas l'auteur. Autant de manières de rappeler la nature étrangère du fragment importé, mais aussi d'en souligner la dignité ou simplement l'intérêt,
autant de mises en exergue par lesquelles la citation se distingue de l'allusion, imprécise et implicite, comme du plagiat, emprunt littéral mais non avoué. Les intentions de celui qui cite sont fort variables et peuvent couvrir un registre très large, allant de la dérision sans doute rare à la déférence. Les effets de la citation, de l'ornementation à l'édification, de la célébration à la parodie sont aussi fort nombreux. Quoi qu'il en soit, citer équivaut toujours à céder la parole à une autre personne. Renonçant à son droit d'auteur, on s'abrite derrière des propos qui ne sont pas siens, mais dont on reconnaît la pertinence ou du moins le caractère exemplaire et dont on utilise la force de légitimation ou la portée didactique, cherchant le secours d'une plus haute autorité pour fonder ses dires et les rendre plus convaincants, pour les amplifier ou les illustrer, on entend se décharger d'une part de responsabilité vis-à-vis de ce qu'on énonce. Toute citation, en conséquence, vise autant à rapprocher, voire assimiler, deux discours ou deux textes issus de sources différentes qu'à produire un effet de distanciation. Une ambivalence semblable caractérise la relation faite de connivence et d'intimidation qui unit le citateur et l'auditeur ou le lecteur à qui il s'adresse. Supposée connue de tous, la citation revêt un caractère d'universalité et prend valeur de vérité générale ou parfois même de proverbe. Rare, elle ne fédère qu'un groupe restreint d'initiés et fait fonction de clin d'œil quand elle ne sert pas à impressionner par une démonstration d'érudition. Mais dans tous les cas, le citateur présuppose une familiarité avec son destinataire en postulant une communauté de références culturelles et un partage de compétences. Il le met au défi de reconnaître, d'identifier et d'interpréter. Pratique éminemment littéraire, procédé familier de la rhétorique discursive, la citation est-elle à l'œuvre dans les autres arts et plus particulièrement en peinture ? Pour répondre à une telle question, on peut utiliser la distinction proposée par Nelson Goodman entre arts autographiques et arts allographiques 4. Art autographique par excellence, la peinture peut être également dite art singulier car elle produit des œuvres uniques. La contrefaçon d'un tableau original n'est ni une occurrence ni un exemplaire de celui-ci, c'est un autre tableau, qui en vertu du principe des indiscernables, se distingue nécessairement du premier par des qualités intrinsèques. Si le tableau n'est inventé qu'une fois, en revanche, il est réalisé 2 fois. Entre une production picturale et son fac-similé, même presque parfait, se révèlent inévitablement des différences de facture, des écarts, d'irréductibles dissemblances car un tableau est le résultat d'une pratique manuelle qui ne saurait en aucune façon aboutir à la réalisation d'œuvres rigoureusement identiques. Toute autre pratique picturale dite de duplication se trouve confrontée à la même impossibilité, quand bien même elle obéirait à des motivations différentes et viserait des buts différents. Examinons par exemple le cas de la copie et celui de la réplique. Si la copie, à l'égal de la contrefaçon, peut être définie comme une imitation très exacte d'une œuvre originale, elle est néanmoins au service d'ambitions bien divergentes puisqu'elle n'a pas de caractère frauduleux. L'histoire des modes d'apprentissage picturaux montre que la valeur instructive, voire pédagogique de la copie a très souvent été reconnue. Libéré du souci du sujet, le peintre a le loisir de se concentrer sur des questions techniques tandis que par l'assimilation de la manière d'un autre, il peut espérer se trouver lui-même avec plus de sûreté. 5. Ne cherchant pas à se faire passer pour authentique, la copie, contrairement à la contrefaçon, est déclarée. C'est pourquoi elle s'accommode souvent d'une certaine liberté dans l'exécution, la finalité étant moins d'atteindre la plus grande ressemblance possible que de mettre à l'épreuve ses propres capacités. Et même dans le cas où la copie se voudrait rigoureusement fidèle, elle serait in fine une œuvre distincte de son modèle car elle aurait été produite par une autre main. La réplique, qui n'est autre que la copie par un peintre d'un de ses propres tableaux, n'échappe-t-elle pas précisément à cette règle ? Les exemples de répliques sont nombreux dans l'histoire de la peinture, de la chute d'Icare de Bruegel aux Bénédicités de Chardin, de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci à Jésus chassant les marchands du temps de Gréco. La plupart du temps, l'artiste ne manifeste pas dans un tel exercice le désir de retranscrire très rigoureusement l'œuvre première, des proportions sont modifiées, des dimensions sont transformées, des accessoires et des personnages sont ajoutés ou enlevés. Si telle était son intention, néanmoins, il ne parviendrait pas à une conformité absolue. Quand bien même il serait produit par un seul et unique peintre, les 2 tableaux constitueraient 2 réalisations distinctes et dissemblables.
Doit-on conclure de ce qui précède qu'il ne saurait y avoir de pratique de la citation en peinture? À strictement parler, ce semble bien être le cas. Envisageons la situation la plus défavorable à une telle affirmation. Un peintre reprend dans un de ses tableaux tout ou partie d'une de ses œuvres picturales antérieures. Posons que ce travail très particulier d'autocitation s'effectue in presentia. Le peintre a l'œuvre première sous les yeux. Il ne fait pas appel au souvenir, il ne passe pas par la médiation d'une reproduction. Admettons même, ce qui est assez peu probable, qu'il n'y ait entre l'œuvre citée et l'œuvre citante aucun changement d'échelle, de dimension, de proportion et que de l'une à l'autre, la qualité de la touche, le jeu des couleurs et des lumières soient rigoureusement respectés. Même très exactement reproduite, l'œuvre de référence ne sera pas citée mais seulement évoquée car entre une version et l'autre, s'affirmeront inévitablement des différences dues une fois encore à la nature autographe de la peinture. On parviendrait aux mêmes conclusions, si dépassant la considération de ce seul exemple, on jouait à explorer les diverses catégories d'une typologie aux variables multiples, auto- ou hétérocitation, unicité ou multiplicité des références, évocation complète ou partielle, identité ou transposition médiumnique, changement ou conservation d'échelle. En aucun cas il ne saurait exister en peinture de citation littérale. Dans ce domaine, les critères d'exactitude ou d'authenticité sont dépourvus de pertinence. Pour ces raisons, faut-il préférer les termes d'emprunt ou de transposition à celui de citation, selon que l'on insiste sur la relation nécessairement infidèle de l'imitation picturale à son modèle, ou sur l'action d'appropriation effectuée par le citateur? La notion d'emprunt, fort vague, ne rend pas compte de la situation de dialogue qu'un peintre institue sciemment lorsqu'il reprend une œuvre préexistante afin de l'insérer dans l'espace de son propre tableau. Quant à celle de transposition, elle ne désigne que l'opération de transfert ou même le résultat de cette opération, sans rien dire des intentions qui la guident. D'un art à l'autre, les modes d'existence des œuvres divergent et n'offrent pas les mêmes possibilités de reproduction. Aussi ne saurait-on parler dans le même sens de citation en poésie, en musique, en photographie ou en peinture par exemple. Mais dans la mesure où il semble désigner une pratique spécifique dans chacun de ces arts, pourquoi ne pas employer ce vocable, à condition toutefois que l'on soit conscient de la particularité des circonstances. Ainsi, lorsqu'un peintre imite, de manière délibérée et active, une œuvre ou partie d'œuvre existante et identifiable afin de la transporter dans un espace pictural différent et de jouer ainsi des effets de sens qu'un tel déplacement et une telle récréation engendrent, c'est bien de citation qu'il s'agit. L'insistance sur la nature intentionnelle de la citation permet de la distinguer de la simple réminiscence. Lorsque Rodin donne à l'une des ombres de la porte de l'enfer, la forme exacte de la figure d'Adam peinte sur le plafond de la Sixtine, figure dont il a lui-même fait le croquis quelques 40 années plus tôt, il ne cite pas Michel-Ange, mais il redécouvre après coup la prégnance et la puissance d'une référence qu'il n'a pas volontairement convoquée mais qui revient comme malgré lui sous sa main. En parlant d'imitation active, nous entendons mettre en relief ce qui constitue sans doute la principale spécificité de la citation picturale. Celle-ci requiert un savoir-faire, une compétence que ne réclame pas la citation de nature littéraire. Pour citer des propos, il peut suffire de répéter ou de recopier. Pour citer en peinture, il faut maîtriser des techniques afin d'être capable de trouver des équivalences, d'imiter des procédures, voire de singer une manière. C'est pourquoi la citation picturale tient de la performance, dans tous les sens du terme. Elle correspond à un acte et manifeste le désir de se mesurer à une autre réalisation, que ce soit pour lui rendre hommage ou la dépasser, pour la retranscrire ou la démonter. C'est encore pourquoi elle n'est pas une variation, transposition vague et superficielle d'un sujet ou d'un dispositif traité comme simple motif, mais sous-entend bien plutôt l'entente avec une façon de faire, l'intelligence de procéder et de particularités stylistiques, quitte à les reproduire pour mettre en valeur, par contraste ou opposition, sa propre facture. De façon générale, il n'y a citation que si l'œuvre ou les œuvres sources sont identifiables. Or en peinture, un tel processus de reconnaissance peut s'avérer délicat. Alors qu'une citation littéraire s'accompagne de l'énoncé de ses références, il y a en l'occurrence plus d'implicite. C'est tout au plus dans le titre de l'œuvre citante que peuvent être mentionnés quelques éléments permettant l'identification de l'œuvre première. Les connaissances culturelles du spectateur, son aptitude à décrypter sont donc davantage sollicitées,
d'autant qu'une unique image est susceptible de condenser plusieurs citations dans un même espace. Si le spectateur se montre apte à distinguer l'original cité, l'impression de connivence sera renforcée et le plaisir de l'interprétation s'en trouvera accru. Mais s'il échoue, il ne discernera pas la nature de second degré de l'œuvre produite et en modifiera ou en appauvrira le sens. Réactualisation et non simplement réitération. La citation picturale vise à transposer dans un espace nouveau une œuvre antérieure, appartenant souvent au patrimoine le plus respecté. Ce faisant, elle introduit un écart qui instaure inévitablement une distance vis-à-vis de l'œuvre originale. Par les jeux de renvoi qu'il instaure et par la démultiplication des niveaux de sens qu'il provoque, le peintre citateur interroge certes l'œuvre citée, mais au-delà, il en vient à questionner les mécanismes et les propriétés de la peinture elle-même. Procédé de mise en abîme, la citation crée un effet de dédoublement équivalent à une forme de commentaire visuel. Opération réflexive, elle prend la forme d'un cogito pictural. Pratique métapicturale, elle se fait théorie de la peinture. L'usage de la citation en peinture est ancien. Au XVIIe siècle déjà, de nombreux peintres se plaisent à exploiter les possibilités formelles et spatiales qu'offre le dispositif du tableau dans le tableau, et à jouer des interactions de sens qu'il suscite, comme en attestent maintes représentations d'ateliers de peintres, vues de cabinets de curiosités ou de collections d'amateurs. Mais les citations se font indiscutablement plus fréquentes dans la seconde moitié du XIXe siècle. Deux séries d'événements rendent compte d'un tel phénomène. D'une part, le fait que le musée soit progressivement devenu le lieu par excellence de l'expérience artistique. D'autre part, le développement des moyens de reproduction technique. En regroupant des chefs-d'œuvre de provenance et d'époques très variées, le musée des Beaux-Arts ne transforme pas seulement des tableaux réduits à leur stricte valeur d'exposition en objets de la délectation esthète, il devient aussi l'endroit où s'élabore et se donne à voir l'histoire de la peinture. Destinataire privilégié d'une institution à visée autant pédagogique que conservatrice, tout peintre est amené, lors de sa visite au musée, à faire l'expérience d'une confrontation avec de multiples œuvres exemplaires. Ces dernières finissent par composer les éléments d'un répertoire tout personnel, où se juxtaposent et s'interpénètrent souvenirs précis et vagues réminiscences. D'un autre côté, la mécanisation des procédés de gravure, héliogravure, photogravure, phototypogravure et similigravure, l'invention de la chromolithographie mais surtout la mise au point des techniques photographiques, permettent de produire en quantité et de distribuer largement estampes, illustrations et reproductions. On assiste à la constitution d'un musée imaginaire où coexistent les œuvres stylistiquement les plus diverses et temporellement les plus éloignées. L'histoire de la peinture, illustrée en ses différents moments forts, devient un réservoir de référence dans lequel les peintres peuvent aisément puiser pour irriguer leur propre création. Cependant, ni la fréquentation des musées ni la prolifération des images et leur circulation dans les ateliers ne suffisent à expliquer la généralisation des pratiques picturales de la citation. La double décontextualisation que subissent les œuvres originales en est aussi la cause. Non seulement arrachées à leur site d'origine et donc coupées de toute référence à la fonction, rituelle ou figurative, pour laquelle elles avaient été créées, elles perdent encore leur identité physique par le biais d'. Une reproduction qui découpe et recompose, modifie les dimensions et les proportions mais surtout altère les caractéristiques plastiques en transformant les colorations, en lissant les rugosités et les effets de matière et en rendant imperceptibles les qualités de la touche. Uniformisées par l'opération mécanique et égalisatrice des duplicateurs, les œuvres se prêtent dès lors à toutes les formes de transposition, de réappropriation et de réinterprétation. Un tel mouvement n'a cessé de s'amplifier tout au long du XXe siècle avec l'invention et la vulgarisation de nouveaux modes de reproduction et de transmission d'images, avec l'essor de la médiatisation et avec l'avènement de l'industrie culturelle. Les œuvres, reproduites en nombre et diffusées à grande échelle, ont conquis une ubiquité qui les dépouille de toute étrangeté et les rend très accessibles. Après la Seconde Guerre mondiale, en particulier, les exemples de citations en peinture sont plus nombreux et plus diversifiés. En un monde placé sous le signe de la production sérielle et de la consommation de masse, la citation finit même par constituer l'une des figures de style privilégié de peintres qui, tels les pop artistes ou les nouveaux réalistes, se jouent de l'association d'images de provenance diverses et se plaisent à mêler culture populaire et culture d'élite.
Mais s'il est une époque de la vie artistique dont la citation s'impose comme l'emblème même, c'est bien de ce qu'il est convenu de nommer, à la suite de certains critiques, l'ère postmoderne. On peut s'émouvoir de l'extraordinaire prolifération et du caractère protéiforme des citations picturales à partir des années 80, au point de dénoncer un mouvement de dégradation et de nivellement culturel. Alors que dominent les situations de circulation et d'échange, que s'impose le mélange des genres et des styles et que prolifèrent les œuvres hybrides et impures, le peintre lui-même, à l'instar du chiffonnier évoqué par Benjamin dans son texte sur Baudelaire, semble désormais réduit à piocher et pêcher dans un immense fonds patrimonial, comme s'il n'avait désormais d'autre mission que de recueillir et recycler les vestiges du passé. Ce faisant, il inaugurerait moins une nouvelle conception de l'histoire qu'il ne viendrait sanctionner l'exténuation de toute innovation formelle et déclarer l'effacement d'un auteur, condamné à subsister par des actes de pillage ou pis encore, de cannibalisme. On ne s'amuserait plus que de simulation et de pastiche en une époque désenchantée et livrée à l'empire du faux et du kitsch, comme si l'on préférait le plaisir superficiel de l'identification à l'élucidation patiente des significations, comme si l'on admirait davantage l'activité de récupération que l'originalité de l'invention. Le triomphe d'une esthétique du second degré n'est-elle que l'aveu d'une incapacité à discriminer et hiérarchiser, ou encore l'éclatante manifestation d'un processus de déréalisation convertissant toute chose en son simulacre neuf? Mais le jeu est peut-être plus sérieux qu'il n'y paraît, et la critique, malgré tout encore présente. Loin de tout opportunisme, le peintre postmoderne qui cite des créations appartenant au panthéon pictural interroge sans aucun doute les formes de notre relation avec le passé et met en question notre excessive tendance conservatrice comme notre propension à la commémoration. Que peut-il advenir des œuvres exemplaires quand trop célébrées, trop glorifiées, elles deviennent plus encombrantes que stimulantes? Comment traiter les références historiques lorsque, littéralement fétichisées, elles se sont faites envahissantes au point de paralyser toute création? Au-delà du seul domaine de la peinture, les pratiques de la citation sont aujourd'hui à l'œuvre dans tous les champs de la création. Une telle situation est assurément représentative du destin actuel de l'œuvre d'art, et de l'évolution de la nature du regard porté sur elle. La belle forme s'est littéralement dissoute. Composée de restes et de débris, l'œuvre a perdu son unité, se démultiplie en autant d'images qui se renvoient les unes aux autres, en autant de références qui se font écho. Le travail artistique évoque l'activité de la mémoire qui conserve des bribes de souvenirs et qui, à l'occasion de telle ou telle association, leur permet de ressurgir, parfois intact, parfois incomplet, dans le flux continu des sensations et des pensées présentes. Ainsi, l'artiste contemporain tresse ensemble allusions éparses et réminiscences disparates en découvrant des correspondances, des similitudes et des équivalences. Tel un ravaudeur qui tenterait de repriser un tissu effiloché, il noue les fils échappés et s'essaye à donner cohérence à ce qui est menacé de décomposition. Mais la trame est bien usée, et l'on peut douter qu'il parvienne encore à inventer des assemblages inédits. C'en est fini du temps de l'innocence. Par le jeu des emprunts et des citations, l'œuvre exhibe ses filiations et prétend se situer elle-même dans le cours de l'histoire. En un mouvement réflexif, elle met à jour son processus de constitution et livre les éléments de son propre commentaire. Sa réception, quant à elle, emprunte des voies détournées et indirectes. Faite tout à la fois de révérence et d'ironie, elle s'apparente à un divertissement où la sagacité et la culture du spectateur sont mises à l'épreuve. L'artiste s'avance masqué et l'œuvre, essentiellement polysémique, ne se livre plus que dans des jeux de miroir. Comment se servir d'un Rembrandt? La citation, le postmoderne et la planche à repasser. Richard Lehmann. La citation, c'est le piège à con. Claude Mauriac 10. On entend souvent dire, depuis que des critiques comme Achille Bonito Oliva ont bruyamment revendiqué pour la peinture un certain passéisme 11, que la pratique de la citation serait un trait postmoderne, ce qui laisse supposer que le moderne l'aurait ignoré. Ainsi Umberto Eco, en 1983. À bas le clair de lune, mot d'ordre futuriste, est le programme typique de toute avant-garde. Il suffit de remplacer clair de lune par quelque chose d'approprié. L'avant-garde détruit le passé, elle le défigure. Les Demoiselles d'Avignon, c'est le geste typique de l'avant-garde. La réponse postmoderne au moderne consiste à reconnaître que le passé,
étant donné qu'il ne peut être détruit parce que sa destruction conduit au silence, doit être revisité, avec ironie d'une façon non innocente. 12. Ce texte, qui suit un passage rappelant les débats du Gruppo 63, groupe avant-gardiste s'il en fut dont Eco était membre, est en fait une espèce de plaidoyer pro-domo pour un roman qui serait à la fois aimable et commercial, suivez mon regard, et prend place au sein d'une controverse avant tout littéraire. Il trahit cependant une vision caricaturale de la modernité dans laquelle les futuristes, Picasso se trouvent pris en otage. La compagnie du capitaine Frank Banningcock au clair de lune. Nul besoin d'abord de remplacer le clair de lune par quelque chose d'approprié. Au contraire, il faut même plutôt insister sur ce que représente cet appel au meurtre de Marinetti. En fait, Tuons le clair de lune, 13, un programme d'ailleurs réalisé par Giacomo Balla, dont la lampe à arc, 1910, MoMA, éclipse effectivement de son rayonnement de couleurs complémentaires un clair de lune relégué au second plan. Ce meurtre du clair de lune est éminemment symbolique. Il signifie le rejet d'une société qui se repaît de ce genre d'image au romantisme devenu aussi éculé que vulgaire. Vienne enfin le règne éclatant de la divine électricité qui délivrera Venise de son vénal clair de lune d'hôtel meublé. 14. Le clair de lune est à cet égard une variante du nu en peinture, aussi nauséeux et assommant que l'adultère en littérature. 15. Bien que Marinetti prévoit effectivement, au détour du manifeste de 1909, de bouter le feu aux rayons des bibliothèques et de détourner le cours des canaux pour inonder les caveaux des musées, c'est plutôt les musées et les bibliothèques eux-mêmes qui sont visés. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, c'est-à-dire des institutions. Il faut insister sur ce point qui prête apparemment à confusion. Les futuristes expriment toute leur profonde nausée, leur mépris hautain et leur révolte contre la vulgarité, contre le médiocrisme académique et pédant, contre le culte fanatique de tout ce qui est antique et vermoulu, non pas contre le passé en soi. Abat le passéisme cesse ne signifie pas exactement abat le passé. Cela exprime le rejet d'une attitude, d'une idéologie qui s'incarne dans ce isme. Nous voulons délivrer l'Italie de sa gangrène de professeurs, d'archéologues, de Cicérone et d'antiquaires. On comprend qu'Umberto Eco, au moment où il publie Le nom de la rose, puisse se sentir rétrospectivement visé par la vindicte futuriste. Quant aux Demoiselles d'Avignon, 1907, elles sont en effet le geste typique d'une avant-garde qui détruit non pas le passé mais ses codes picturaux. Cette destruction suppose néanmoins un dialogue avec l'histoire de l'art, avec la sculpture ibérique par exemple, mais aussi avec Ingres, considéré sous l'angle de la déformation anatomique, de la logique sérielle, de l'autocitation, de la baigneuse de Valpinson, 1808 au bain turc 1869 à 1863. 2 ans plus tôt, Matisse inaugurait dans Luxe, Calme et Volupté, 1904, une avant-garde dont la recherche formelle s'inscrit dans un jeu de citations à plusieurs niveaux. La citation du vers de Baudelaire opère ainsi plus généralement comme une allusion au symbolisme, à Moreau dont Matisse a été l'élève, à Gauguin à qui le Salon d'automne rend hommage en 1904, à Pont-Aven et au Nabi. La touche divisée cite plastiquement le petit point de Seurat, Cros et Signac, sans toutefois souscrire au systématisme du néo-impressionnisme, le tableau qui est s'apostrophe. Intitulé primitivement Baigneuse, cite encore les nus de Cézanne, dont Matisse possédait 3 baigneuses, 1879 à 1882, et au-delà de Cézanne, un sujet ou plutôt un motif essentiel de la modernité. À cette époque, ce que l'on reprochait à Matisse n'était d'ailleurs pas tant de détruire le passé, que de donner à sa peinture l'allure de schéma d'une théorie, selon Maurice Denis, cet aspect d'exposé et de théorème dont parle Gide à propos des toiles exposées quelque temps plus tard au Salon d'automne, celui des Fauves 17. À considérer ces quelques icônes de l'historiographie moderniste tant décriées de nos jours, on s'aperçoit ainsi que l'avant-garde trouve largement à revisiter le passé. Et ce depuis Courbet dont l'enterrement à Ornans 1849, qui fit scandale au salon de 1850, entretient avec l'enterrement du comte d'Orgaz du Gréco un rapport dialogique, ou encore depuis Manet, dont le Déjeuner sur l'herbe, 1862, cite à la fois le concert champêtre de Giorgione et le Jugement de Paris de Raphaël, tout comme l'Olympia, 1863, fait référence à la Vénus des apostrophes. Urbain de Titien. Une part du scandale suscité par ces œuvres consiste justement dans cette irrévérence supposée de la citation. Rembrandt sauvé des eaux.
D'ailleurs, les futuristes, dans leur entreprise de démolition des musées, sont sélectifs. La révolte porte sur les notions d'harmonie et de bon goût, expressions trop élastiques avec lesquelles on peut facilement démolir les œuvres de Rembrandt, Goya et Rodin 18. Puisqu'il est question de tuer le clair de lune, gageons que Rembrandt n'est pas ici repêché comme le peintre luministe, maître du clair-obscur mystique, qu'ont vu en lui des générations marquées autant par les fantaisies romantiques d'un Aloysius Bertrand que par le malentendu sur la ronde de nuit. En fait, la compagnie du capitaine Frank Banningcock, dont l'atmosphère crépusculaire devait en fait à la crasse accumulée par les ans, mais bien plutôt comme le peintre matiériste exhibant une picturalité de la peinture, dont le bœuf écorché 1645 serait cette fois le prototype. Ces trois artistes, Rembrandt, Goya, Rodin, sont généralement invoqués dans l'historiographie moderniste parce qu'ils exhibent la matière de la peinture ou de la sculpture, un formalisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.